Nous passons maintenant au dossier numéro 3, qui était le cas d'un jeune patient de 27 ans qui a été pris en charge par le SAMU après une perte de connaissance, sans antécédent. Son frère est suivi pour des syncopes. Donc je vous rappelle ce que je vous ai expliqué dans le dossier numéro 1. Les antécédents familiales de troubles du rythme, c'est très évocateur et ça doit tout de suite faire tilt. Il est tombé dans un parc municipal. Alors, j'ai essayé de vous faire sourire un petit peu, alors que sa fiancée, dont il était éperdument amoureux, lui annonce son intention de faire un break parce qu'elle n'est plus sûre de ses sentiments. Donc, un contexte peut-être émotionnel important. Un jogger, pompier volontaire, vient lui porter secours. Glasgow 3/15, pas de pouls, pas de mouvement respiratoire. La première question est donner la définition d'une syncope. Une syncope, c'est une définition qu'il faut connaître. C'est un trouble de conscience avec hypotonie et perte du tonus postural, de début brutal et spontanément régressif. C'est-à-dire que c'est le sang qui s'arrête de circuler de manière brutale et transitoire, avec une restitution ad integrum. Comme je le dis, en général lié à une hypoperfusion cérébrale globale. Donc, comme le sang s'arrête de circuler, il s'arrête de circuler en particulier dans les artères cérébrales, et donc pendant quelques secondes, il n'y a plus de son, plus d'image. Il y a donc un trouble de conscience et l'ensemble des commandes cérébrales, qu'elles soient motrices, visuelles, sensorielles, ne fonctionnent plus. Avant de passer à la question numéro 2, je voulais vraiment que vous fassiez la différence entre, par exemple, un coma, un état de choc, un arrêt cardio-respiratoire et une syncope. Par exemple, qu'est-ce qui différencie la syncope d'un arrêt cardio-respiratoire? L'arrêt cardio-respiratoire, c'est tout simple, c'est pas spontanément régressif. Qu'est-ce qui différencie la syncope d'un état de choc? L'état de choc, ce n'est pas un arrêt brutal de la circulation, c'est une hypoperfusion globale. Qu'est-ce qui différencie la syncope d'un AVC, par exemple? L'AVC, c'est une diminution du débit cérébral qui n'est pas global, c'est un débit cérébral qui est localisé. Par exemple, l'artère sylvienne, l'AVC sylvien, par exemple l'AVC de la cérébrale antérieure. Il s'agit là en aucune façon d'un déficit global. C'est un déficit qui est systématisé et focal. Donc voilà, c'est des choses, il faut bien essayer de faire le distinguo entre toutes ces situations d'urgence qui sont finalement liées à des mécanismes et des physiopathologiques très très différents. Quels sont les trois grands types de mécanismes pouvant expliquer une syncope? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent faire s'arrêter le sang de circuler. Soit ça vient de la pompe, soit le cœur dysfonctionne. Il peut dysfonctionner à cause lié à un trouble de l'électricité. Son moteur, l'électricité du cœur ne fonctionne pas. C'est typiquement soit l'absence d'électricité, la systolie, soit au contraire une électricité anarchique qui est la tachycardie ventriculaire, voilà, la fibrillation ventriculaire. Soit le cœur ne fonctionne pas parce qu'il y a un mécanisme, une cause mécanique qui l'empêche de pomper convenablement. Et là, typiquement, c'est l'EP massive, c'est la tamponnade aussi, ça peut être la thrombose aiguë de valves mécaniques. Ce sont des causes purement d'obstruction, des causes purement obstructives à l'écoulement du sang pompé par le cœur. Et enfin, il y a un troisième mécanisme qui cette fois-ci ne vient pas de la pompe. La pompe fonctionne bien, cependant, le réceptacle, c'est-à-dire les vaisseaux, sont extrêmement vasodilatés. C'est lié à une hypotension artérielle. Donc, qu'est-ce qui peut causer une vasodilatation extrême qui empêche le sang de circuler et crée une syncope? Soit c'est intrinsèque, c'est-à-dire c'est des patients qui sont en hypovolémie,
c'est des choses qu'on ne voit pas fréquemment, parce que c'est des choses, l'hypovolémie n'a pas tendance à récupérer spontanément. Soit extrinsèques les médicaments, mais là encore c'est des mécanismes assez évocateurs, soit réflexe, c'est typiquement le cas du malaise vagal. Dans le malaise vagal, il y a une extrême vasodilatation du cœur, des artères, et il y a en plus de ça une bradycardie extrême. Donc là, c'est même un mécanisme un peu mixte, mais voici les 3 causes physiopathologiques qui peuvent expliquer la syncope. Donc le score de Glasgow, je pense que vous le verrez dans peut-être encore 30 conférences jusqu'à la fin de votre cursus. Donc je ne vais pas trop insister dessus. Glasgow 3 sur 15, c'était le plus facile à comprendre en plus. Je vous ai mis ici le score de Glasgow. Ouverture, donc voilà, ça se base sur l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ça commence de 1 et ça finit à 5, c'est un score sur 15. Donc 1, c'est le plus l'item le plus grave dans chacun de ces rubriques. Donc ouverture des yeux nulle, réponse verbale nulle et réponse motrice nulle. C'est voilà, le score de Glasgow. C'est quelque chose qu'il faut connaître parce que ça sert là encore aux ECN parce que c'est quelque chose qui est très demandé, mais surtout ça vous sert en réanimation, dans le SAMU, aux urgences. Ça vous sert très souvent, ça permet de grader un patient de manière assez facile et surtout compréhensible par tout le monde. Quel est votre diagnostic concernant Monsieur C? Donc, est-ce que c'était une syncope? Alors, ce n'est pas une syncope, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Là encore, parce qu'il n'y a pas de pouls, il y a une absence totale de conscience et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas réversible. Donc, la prise en charge du témoin jogger est la suivante. C'est une prise en charge qui est systématisée, c'est presque une question de cours, parce que dans ces situations-là, il n'y a pas de place à la discussion, c'est que la place à l'action. Donc ça, c'est une question qu'on pourrait non seulement poser aux étudiants en médecine, mais aussi à toute la population. Tout le monde doit savoir qu'il faut appeler le 15, noter l'heure de l'arrêt cardio-respiratoire, libérer les voies aériennes supérieures, mettre le patient en décubitus dorsal, mettre la nuque en hyperextension pour favoriser la respiration et libérer les voies aériennes, et commencer le massage cardiaque externe qu'il faut faire en priorité. La ventilation artificielle n'a sa place que si il y a 2 témoins et 2 personnes peuvent aider à la ventilation artificielle. Qui se fait le plus souvent par bouche à bouche. Ça, c'est pour les témoins. En l'absence de médecin, toute la population devrait savoir faire ça. Donc le SAMU arrive et vous demande leur prise en charge avec l'électrocardiogramme 6 juin. Alors, l'électrocardiogramme, vous voyez qu'il y a une activité ventriculaire qui est non seulement irrégulière, mais aussi complètement anarchique. Pour ce type de diagnostic, il n'y en a qu'un seul, en fait, c'est la fibrillation ventriculaire. Donc la prise en charge, là encore, est systématisée. Pas de temps à la réflexion, beaucoup de place à l'action. Poursuite du massage cardiaque externe. Ventilation d'abord au masque en oxygène pur, puis intubation pour ventilation mécanique. Monitorer bien sûr le patient. Mettre une grosse voie veineuse pour remplir le patient rapidement, pour administrer des drogues rapidement. La première drogue à mettre, c'est l'adrénaline, 1 mg en IV toutes les 3 à 5 minutes. Et puis, très rapidement, choc électrique externe, qui est le traitement étiologique de cette fibrillation ventriculaire. Si les chocs électriques, après 3 chocs électriques externes, si ça ne marche pas, on peut mettre un antiarythmique, l'amiodarone, à une grosse dose, 300 mg en IV, qu'on peut éventuellement... donc, on fait une nouvelle série de 3 chocs électriques externes
imprégné en cordarone. Et si ça ne marche pas, on peut encore continuer la cordarone. Le patient sort de réanimation, les choses s'arrangent et je vous demandais en fait quels examens complémentaires, quel bilan complémentaire faut-il réaliser chez un patient qui a fait une mort subite récupérée. Donc là encore, c'est la même chose, regardez le cœur. Regarder le cœur, c'est faire une échographie transthoracique. Éventuellement, de plus en plus, on en fait, c'est des IRM cardiaques, mais il faut regarder le cœur et l'examen le plus simple reste le TT. Une cause classique de fibrillation ventriculaire, c'est le spasme coronaire. Donc il faut faire une coronarographie, déjà pour voir s'il n'y a pas de problème d'anatomie coronaire de base. C'est un jeune patient sans facteur de risque, il y a toutes les chances que ses coronaires soient saines. Cependant, elles peuvent être spastiques et dans ces cas-là, il faut faire un test au métergin pour le diagnostiquer. Il faut faire un Holter ECG pour, pareil, essayer d'avoir une idée des troubles rythmiques sous-jacents. On peut faire, c'est assez, d'une part débattu, mais aussi de moins en moins fait, on peut faire des potentiels tardifs ventriculaires qui donnent une idée de l'hétérogénéité de la repolarisation. La repolarisation étant, quand elle est pathologique, un facteur majeur d'arythmie, et une épreuve électrophysiologique, c'est-à-dire on va stimuler le cœur assez fort pour voir quel type de trouble du rythme il peut donner. Quelle maladie de fond suspectez-vous? Je vous donne un électrocardiogramme. Quel traitement allez-vous entreprendre? Donc vous avez un électrocardiogramme, vous avez 6 dérivations. Ce qu'il fallait voir en fait, c'était, on le voit très bien ici, c'était le QT qui était très long, QT quasiment à 600 millisecondes. C'est un QT long. Donc je vous ai demandé juste de bien savoir lire l'électrocardiogramme et de dire que le QT était long. Le QT long, pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est classiquement, dans un contexte, c'est une maladie familiale, une maladie rythmique familiale, qui se déclenche dans le contexte d'émotions et avec un électrocardiogramme de QT long. Le traitement, c'est les médicaments. Là encore, le plus souvent comme antiarythmique, on donne des bêta-bloquants. Et le problème, c'est que les bêta-bloquants ne peuvent pas prévenir tous les accès de fibrillation ventriculaire. Et donc, dans ces cas-là, on implante un défibrillateur automatique, c'est-à-dire qu'on va mettre une sonde dans le cœur. Cette sonde va être connectée à un boîtier qu'on insère ici, juste sous la peau, juste sous la clavicule. Et ce boîtier va être capable, avec la sonde, de détecter une anomalie du rythme du cœur, va pouvoir détecter quand le cœur est en train de fibriller et va pouvoir délivrer un choc électrique alors que le patient est très probablement en début de syncope. Quels sont les éléments différents sur une syncope d'une crise convulsive? Pour différencier convulsion et syncope, les prodromes peuvent aider. Prodrome plus neurologique, hallucination, type d'hallucination pour la convulsion, prodrome plus vago pour la syncope. La durée est un élément fondamental. Durée courte pour la syncope, durée longue pour la convulsion. Le type de mouvement. Les mouvements sont classiquement tonico-cloniques lors des convulsions, tandis que dans la syncope, souvent il n'y a pas de mouvement du tout. Et quand il y en a, c'est des petites myoclonies qui n'ont rien à voir, ni en termes de durée, ni en termes d'intensité, avec les mouvements tonico-cloniques des convulsions. Le tonus pendant la crise. Les patients, comme je vous ai dit, pendant les syncopes, il n'y a plus rien qui circule, donc les patients sont flasques, tandis que le tonus lors d'une convulsion, les patients sont en hypertonie. Les choses importantes, c'est la perte des urines, la morsure de langue qui peuvent qui peuvent être des éléments qui orientent vers des convulsions, et surtout l'aspect post-critique,
qui est prolongé après des convulsions, on peut même faire des comas post-critiques. Concernant les syncopes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un retour quasi ad intégrum, quasi instantané après la syncope qui a duré même pas 1 minute. Donc ce sont ces items-là que j'attendais, la durée, le tonus, le retour à la conscience et la perte d'urine et morsure de langue. Donc nous avons abordé l'item malaise, perte de connaissance. C'est un item qui se situe vraiment entre la cardiologie et la neurologie. Faire un diagnostic de syncope, c'est souvent très dur. On considère que sur 100 syncopes vues aux urgences, 30 auront un vrai diagnostic. Donc c'est vraiment difficile de faire la part des choses. Cependant, c'est un dossier typique ECN parce que ça peut orienter, ça peut aller vers la réanimation avec l'arrêt cardiaque, ça peut aller vers la neurologie si en fait c'était un faux diagnostic de syncope et que c'était plutôt des convulsions. Donc ça peut faire des dossiers très très ouverts et c'est un item qu'il faut avoir en tête.